Bonjour à tout le monde. L'assistance qui a assisté à ma première présentation, c'était sur le middleware. Aujourd'hui, on va changer de cap. On va voir autre chose, plus technique et plus clinique. Mais toujours est-il, cette composante informatique existe toujours et va nous accompagner le long de notre exposé. Alors, je vais parler aujourd'hui des profils protéiques. Profil protéique, ça doit vous dire quelque chose. Par rapport, déjà vous connaissez le profil électrophorétique et à côté il y a ce profil protéique. Ce profil protéique qui va venir en complément au profil électrophorétique qui rapporte beaucoup de renseignements cliniques et va pas le concurrencer, mais par contre il va le compléter. Et pour une bonne interprétation et pour faciliter l'interprétation aussi bien aux biologistes qu'aux cliniciens, il doit jongler avec les deux pour pouvoir soit poser un diagnostic ou juger de la gravité, de la sévérité d'une pathologie. Les profils protéiques, ils sont venus en fait pour éviter certains pièges d'interprétation. Parce que vous savez très bien que les protéines, ces molécules que j'adore, parmi les biomolécules qui existent, ces protéines, c'est un groupe très, très hétérogène. Et dans notre sang, il existe des centaines, même des milliers de protéines. Et on a choisi certaines pour pouvoir les utiliser comme des biomarqueurs. Et ils répondent à cette définition de biomarqueurs. Donc, dans ce mélange très hétérogène, on a choisi certaines protéines, comme les protéines de l'inflammation que vous connaissez, les protéines immunitaires, les protéines de l'hémolyse et les protéines, bien sûr, des dysfonctionnements immunitaires. Alors, ce qu'on a remarqué, que certaines protéines, on va les trouver mélangées dans ces différents syndromes. Donc, si vous avez des pathologies concomitantes, vous risquez en fait de faire une mauvaise interprétation. Et l'idéal serait de doser plusieurs protéines à la fois et de voir la corrélation qui existe entre ces différentes molécules pour éviter de tomber justement dans les pièges d'interprétation. Alors, j'ai donné l'exemple ici de l'application sur un automate qui nous permet d'établir le dosage des différentes protéines qu'on verra. Et la technique choisie sur cet automate, c'était la turbidimétrie. Alors la turbidimétrie, vous le savez, je vous apprends rien. C'est une technique d'immunoprécipitation en milieu liquide. Ça fait partie des techniques immunochimiques sans marqueur, il n'y a pas de marqueur. Et c'est une technique qui peut venir aider la néphélométrie. Si on n'a pas en possession de la néphélométrie, on peut quand même utiliser la turbidimétrie qui présente quand même une certaine spécificité, une certaine sensibilité. Le point commun entre ces deux techniques, que ce soit la néphélométrie ou la turbidimétrie, c'est le pouvoir de traiter avec des antigènes, parce que les protéines, ils ont cette propriété d'être des antigènes. Et s'il n'y avait pas cette propriété, on ne pouvait pas utiliser cette technique, parce que qui dit antigène, dit anticorps. Donc, on va rapporter l'anticorps qui va reconnaître les différentes protéines d'une façon très spécifique. Et cette reconnaissance, bien sûr, va générer un trouble dans le milieu. Et le comportement de ce trouble vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis d'une simple lumière, va nous permettre de mettre en œuvre ces deux techniques. Alors, l'automate sur lequel on essaie d'appliquer cette turbidimétrie, c'est notre automate qu'on utilise dans notre laboratoire. C'est un système intégré, automate multiparamétrique, et que vous voyez, il y a différentes parties.
Il y a une partie préanalytique qui est intimement liée à l'automate, chose qui est nouvelle, c'est une innovation. Il y a une partie de chimie et une partie d'immunoanalyse. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la partie chimique, là où il y a 4 techniques à la fois. La première technique, vous le savez très bien, c'est l'électrochimie, c'est la potentiométrie indirecte. Puis après, il y a la spectrodabsorption dans l'UV et dans le visible. Puis après, il y a la turbidimétrie. Cette turbidimétrie qui se fait sur ce module de chimie. Alors, sur ce module-là, c'est là où on va doser nos différentes protéines pour établir un profil protéique. Alors, voilà une image réelle de notre laboratoire avec l'installation de ce nouveau automate qui nous rend un grand service pour pouvoir gérer toute la partie routine et la partie urgence. Je saute sur l'occasion, c'est un automate qui peut aussi gérer les urgences. Alors, c'est quoi déjà ce concept de profil protéique? Ce concept, il est déjà né dans les années 70. Il a été prôné par certains utilisateurs, certains cliniciens et surtout les internistes. Et ça, il a montré sa performance pour les diagnostics et pour le suivi thérapeutique. Donc, c'est très important. Alors, ça consiste au dosage d'une combinaison de protéines sériques, donc nous sommes toujours dans ces protéines, et l'étude de leurs variations relatives. Ce qui est important dans ce profil, c'est les variations relatives de concentration de ces différentes protéines qui sont judicieusement choisies. On ne choisit pas n'importe quelle protéine. Et d'essayer, bien sûr, de trouver la corrélation qui existe entre ces protéines. Mais pour pouvoir faire ça, il y a 2 obligations. Sinon, les obligations. Il ne faut pas juger les concentrations massiques. On ne juge pas par concentration massique. On juge en fait par amplitude et par cinétique. C'est ça ce qui est nouveau pour les protéines. Il y a une amplitude de variation, il y a une cinétique de variation parce que les molécules protéiques, ce qui les caractérise, un point très important, ils n'ont pas la même cinétique. Et qui dit cinétique, c'est le temps de demi-vie. Si l'albumine, il a une demi-vie de 20 jours, la CRP, il a une demi-vie de quelques heures. Vous voyez la différence? Donc, vous ne pouvez pas comparer 2 entités qui n'ont pas la même cinétique. Et pour pouvoir comparer, il faut exprimer les résultats autrement. Et là, le profil protéique prend toute son ampleur. Alors, je pars d'un adage très important, et j'insiste beaucoup sur cet adage, qui dit que le dosage d'une seule protéine est un non-sens biologique. On ne se contente pas d'une seule protéine, parce qu'on peut se tromper, on peut tomber dans plusieurs pièges. C'est pour cela, on a tendance à au moins 2 protéines, sinon 3, sinon 8, sinon 12 protéines à la fois. Mais ça engage bien sûr une certaine dépense, un certain coût, c'est vrai. Et c'est ça, parmi les contraintes, c'est le coût. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que certaines protéines, ils sont impliquées dans plusieurs syndromes à la fois. Et le piège, c'est que s'il y a 2 syndromes ou 3 concomitants, on peut avoir une résultante, un résultat. La résultante des résultats peut être normale, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On verra tout ça. Alors, je donne ici, par exemple, les résultats contradictoires auxquels on peut se confronter. Regardez pour la transférine. La transférine, c'est une protéine négative de l'inflammation. Donc, sa concentration, elle diminue au cours de l'inflammation, mécanisme 1, alors que c'est une protéine aussi qui entre dans le métabolisme du fer. Et au cours des anémies ferriprives, les anémies par carence martiale, on a des transférines qui sont élevées. Et si vous avez les deux syndromes à la fois, la résultante serait normale. Voilà un piège. Vous voyez?
Deuxième, l'aptoglobine. L'aptoglobine qui est, elle, à la différence de la transférine, c'est une protéine positive de l'inflammation. Mais l'aptoglobine, en cas d'hémolyse, il y a un syndrome hémolytique qui accompagne l'inflammation, vous verrez aussi une résultante qui est normale. Voilà notre piège. Je passe à l'orozomicoïde. L'orozomicoïde qui fait partie des alpha-1 globulines, c'est une alpha-glycoprotéine acide, c'est une protéine aussi de l'inflammation. Mais si vous avez une fuite urinaire, et même avec un syndrome inflammatoire, on peut avoir une résultante aussi normale. Pour le fibrinogène, aussi protéine positive de l'inflammation, si vous avez un mécanisme concomitant d'une fibrinolyse qui est accélérée, la résultante peut être normale. La fraction C3, la même chose. La CRP. Alors la CRP, qui est maintenant le marqueur de prédilection du syndrome inflammatoire, il augmente bien sûr rapidement, et c'est un marqueur très précoce de l'inflammation. Mais si vous avez un hypercatabolisme associé, comme le cas du lupus érythémateux disséminé, on peut avoir une résultante normale et on peut passer à côté d'un syndrome inflammatoire. Alors, je vous ai montré cette diapositive pour vous dire tout l'intérêt du profil. On parle du profil des protéines, bien sûr. Alors, profil protéique, au lieu d'avoir des résultats absolus, comme c'est le cas en biochimie, on a des résultats en concentration massique, en grammes par litre, en milligrammes par litre, au même microgrammes par litre. Ici, on ne va pas présenter ces résultats ainsi. On va les présenter sous forme graphique. C'est ça l'intérêt de ce profil. Alors, ce graphe-là va prendre en considération l'amplitude de la variation de la molécule concernée. L'amplitude de variation. Alors, ces protéines qui font partie, bien sûr, de ce profil, ils sont judicieusement choisis. C'est pas un hasard. On les a choisis sous la base de certaines obligations biologiques et cliniques. Et les valeurs sont représentées. On parle de valeurs normalisées par rapport à l'âge et par rapport au sexe. Et vous avez ici, regardez, donc ça va vous paraître un peu bizarre, vous avez ici un graphe avec des valeurs en pourcentage et non en grammes par litre. Et ces valeurs en pourcentage, on a les médianes, on a une moyenne de la médiane pour chaque protéine. Sur l'axe des abscisses, c'est les différentes protéines. Là, j'ai présenté un graphe qui est normal. Vous avez les différentes protéines qui sont choisies. Là, vous avez un panel de 8 protéines à la fois. Et pour chaque protéine, il y a la normale, ce qu'on appelle la valeur de référence, et on a la médiane des valeurs de référence qui correspond à 100%. Je m'explique. Parce qu'il y aura plusieurs profils qui vont défiler. Si on ne comprend pas le premier profil normal, on n'arriverait pas à suivre les différents profils qui vont défiler pour les différents syndromes. Alors, vous voyez ici les 100%. Vous voyez là. Alors, 100%, c'est la moyenne, c'est la médiane des moyennes. C'est la médiane des moyennes. Alors, pour chaque protéine, alors les protéines sont sur l'axe des abscisses. Et là, ce qui est référentiel, ce sont les différents. Ah, merci. Ce qui est ça marche. Je crois pas que ça marche. Ça marche. Alors, vous avez les différentes protéines choisies et vous avez les 100% ici. C'est la médiane des moyennes des valeurs des référentiels. Ici, vous voyez ça? En fait, c'est la valeur réelle trouvée, ce qu'on a dosé réellement. Vous voyez? Donc, on se comprend pour pouvoir suivre ce qui va venir. Alors, cette notion d'amplitude et de cinétique, elle découle de quoi en fait? Elle découle, vous voyez, j'ai représenté ici certaines différentes protéines, l'albumine, la préalbumine, la transférine,
l'orosomicoïde, l'apto et la CRP, la différence? D'abord, la différence en concentration. Vous voyez, si l'albumine va de 35 à 52 grammes par litre, la CRP, c'est quelques milligrammes. Donc, on ne peut pas comparer quelque chose, il y a un dénominateur différent. Pour pouvoir les comparer, il faut plutôt parler pourcentage, amplitude de variation. Deuxième notion qui va nous donner ce graphe, c'est la cinétique. Alors, la cinétique, on la présente par cette notion de T1,5. T1,5, je ne vais pas vous donner la définition, vous connaissez la définition de T1,5, c'est le temps qu'il faut pour la disparition de 50% d'un composant. C'est ça la T1,5. Alors, chaque protéine, il a sa propre T1,5. Et si les concentrations vont donner l'amplitude de variation, la T1,5, elle, il va donner la cinétique, la notion de cinétique. Et les deux variantes, l'amplitude et la cinétique, nous a permis d'établir ces différents graphes. Alors, j'ai donné les augmentations, les diminutions de chaque protéine, les circonstances cliniques, là où ça diminue, où là c'est... Et là, on distingue déjà qu'il y a des protéines positives de l'inflammation, comme il y a des protéines négatives de l'inflammation. Alors, différents profils existent. D'abord, il y a un profil dit profil protéique général. Ce profil protéique général va vous donner une vue générale, une vue panoramique, et ça consiste à faire une électrophorèse. Voilà l'électrophorèse. L'électrophorèse qui va nous permettre en fait de séparer ce grand groupe hétérogène en familles de protéines. Puis après, il y a, à côté de l'électrophorèse, on fait un dosage pondéral des différentes immunoglobulines pour pouvoir voir s'il y a une gammapathie, par exemple, polyclonale ou monoclonale. Deuxième profil qui est très important, c'est ce qu'on appelle le profil protéique d'orientation. Alors, ce profil protéique d'orientation, il englobe, il regroupe 8 protéines, 8 molécules protéiques. Voire même parfois, on a 12 molécules protéiques à la fois. Et ces différentes protéines, si vous le remarquez, il y a des immunoglobulines, il y a la fraction C3 du complément, il y a l'apto, l'orosomicoïde, l'albumine, la transférine. Et vous voyez que ces différentes protéines, chacune peut être reliée à plusieurs syndromes à la fois. Troisième type de profil, qui est un profil ciblé, dit ciblé. Il y a un nombre restreint de molécules, c'est pas 8, c'est pas 12, juste 2 à 3 protéines. Là, c'est gérable sur le plan coût. Alors, ce profil ciblé, dans ces profils ciblés, on distingue le profil inflammatoire. Il y a 3 protéines de l'inflammation. Le profil immunitaire, là où il y a les trois principales classes d'immunoglobulines, IgG, IgA, IgM. Puis après, il y a le profil nutritionnel. Là, c'est très important. Le profil nutritionnel, là où il y a la préalbumine, l'albumine, et même certaines écoles, elles rajoutent à ce profil nutritionnel la rétinol binding protein, la RBP. On verra pourquoi cette RBP, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme renseignement. Puis après, le dernier profil, c'est le profil hémolytique, l'hémolyse, lorsqu'on a l'hémolyse. Et vous savez très bien, lorsqu'on a cette notion d'hémolyse, on distingue bien sûr l'hémolyse intravasculaire, l'hémolyse extravasculaire et l'hémolyse interstitielle. Et les 3 hémolyses vont pas, sur le plan biologique, ils vont pas s'exprimer de la même façon. Si l'aptoglobuline, vous savez très bien, elle est là pour atténuer la toxicité de l'hémoglobine, parce que hémolyse, qui dit hémolyse, dit hémoglobine qui va sortir de son lit naturel. Et lorsqu'il sort de son lit naturel, il devient toxique, surtout pour le rein. Alors l'aptoglobine, il est là pour former un complexe apto-hémo, pour éviter la précipitation de l'hémoglobine au niveau rénal. Il va la ramener dans le milieu de catabolisme, qui est le système réticulo-endothélial, notamment le foie. Il va permettre de dégrader l'hémoglobine, de récupérer et de recycler le fer. Parce que le fer, vous savez très bien, l'organisme, il est avare en son fer. Il adore, hein? D'accord.
Donc, profil hémolytique. Vous allez me dire, qu'est-ce qui vient faire l'orosomique 8 dans un profil hémolytique? Alors que l'orosomique 8, c'est une protéine de l'inflammation. On rajoute à une protéine de l'hémolyse une protéine de l'inflammation pour éviter justement de tomber dans le piège de l'association de l'hémolyse avec inflammation. Alors, les principes d'étude des protéines. Là, je vais faire un peu de pédagogie, de didactique, pour vous rappeler comment on étudie ces différentes protéines. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux protéines, moi, je dis à mes étudiants toujours, il y a 3 façons d'agir. Et c'est un raisonnement qui se suit pour pouvoir étudier ces protéines, qui est un groupe très hétérogène. Alors, il y a une approche globale. Je parle d'approche globale. L'approche globale consiste à doser toutes les protéines, et ça donne cette grosse concentration de 65 à 80 grammes par litre. Et vous remarquez qu'on fait uniquement une expression de concentration massique, on ne parle pas de mol. Il n'y a pas de mol lorsqu'on parle de protéines, parce qu'on n'a pas un seul poids moléculaire. Il y a des milliers de protéines, donc le dénominateur n'est pas le même. Donc on parle de concentration massique. Ça, c'est l'approche globale. Puis après, il y a l'approche semi-globale. L'approche semi-globale consiste à séparer ce groupe très hétérogène en familles de protéines. En famille. Et ça, c'est le profil électrophorétique. Puis après, si on veut encore pousser notre investigation, on va aller dans chaque famille qui a été séparée, on va étudier molécule par molécule. C'est ce qu'on appelle une étude individualisée. Et là, c'est tout l'intérêt des techniques d'immunoprécipitation en milieu liquide. Et là, on va étudier molécule par molécule. Donc, approche globale, approche semi-globale et approche individualisée. Alors, les protéines, bien sûr, ils ont des concentrations différentes, bien sûr, comme on l'avait montré dans la diapositive précédente. Multiples fonctions physiologiques de première importance. C'est pour ça que les internistes s'intéressent beaucoup aux protéines, parce qu'ils ont plusieurs fonctions à la fois. Ils sont impliqués dans la quasi-totalité des grands syndromes. Intérêt de les doser dans les liquides, soit sérum ou plasma. On peut les doser aussi bien dans le sérum ou le plasma, mais il faut prendre en considération la différence en fibrinogène. Ça, c'est le basique. Alors, l'exploration biologique, comme j'avais dit, une approche globale qui consiste à déterminer le taux de protides ou la protidémie, et une étude détaillée ou semi-globale, c'est la séparation électrophorétique, puis après, la quantification très fine molécule par molécule. Alors, l'approche globale, c'est la fameuse réaction de Biuret qui existe toujours, qui résiste toujours, qui veut pas ne quitter cette technique de Biuret. Elle est toujours là, parce qu'on n'a pas d'alternative pour étudier ces protéines. Alors, la majorité de ces protéines sont synthétisées au niveau hépatique, mais n'empêche, il y a une partie qui est synthétisée par le système plasmocytaire, notamment les immunoglobulines. Alors, molécules qui sont constituées d'un enchaînement d'acides aminés, c'est ce qu'on appelle les briques. Et on arrive à compter 5 000 à 20 000 protéines différentes dans le plasma. Et c'est la notion de protéome. Maintenant, on parle de protéome. Et maintenant, la biochimie s'intéresse à cette protéomique, en fait, qui permet de faire les empreintes protéiques. Et à partir des empreintes, on peut avoir plusieurs renseignements. Ça, c'est le progrès. Alors, la variation, vous voyez une variation, une amplitude très importante. C'est une quantité énorme, 80 grammes par litre. Puis après, c'est l'électrophorèse qui va nous permettre, c'est la deuxième technique qui va nous permettre de séparer ce groupe très hétérogène en famille. D'abord, l'albumine qui est la majoritaire, c'est la protéine majoritaire. Heureusement que cette albumine existe. C'est elle la responsable non seulement du transport de plusieurs molécules, mais elle est très importante pour maintenir ce qu'on appelle la pression oncotique, pour maintenir en fait l'eau, la quantité d'eau dans le lit vasculaire. Sinon, il y a un problème.
Et chaque fois qu'il y a une baisse importante d'albumine, il y a des œdèmes qui vont apparaître. Puis après, il y a la famille des alpha-1 globulines. Et dans chaque famille, il y a des membres de famille. Les alpha-2, puis après les bêta et les gamma-globulines. Et vous connaissez tous ce beau profil électrophorétique qui permet de la séparation de ce groupe hétérogène. Et dans chaque famille, il y a des molécules. Et justement, notre intérêt va être porté à ces molécules-là. Alors, ces molécules, ils sont où? Ils sont là, vous les voyez. Donc, dans les alpha-1, on trouve l'alpha-1 antitrypsine, ce qu'on appelle les antiprotéases en général. Puis après, il y a l'aptoglobine. Puis après, on trouve de la transférine, on trouve la C3. Et une molécule très importante, moi j'insiste beaucoup à la molécule, il y a l'alpha-2 macroglobuline. Heureusement, il y a des biochimistes qui devant moi. Alors l'alpha-2 macroglobuline, c'est elle qui est responsable de ce profil pathognomonique de syndrome néphrotique. Alors, puis après, on va passer à cette étude individualisée. Étude individualisée de chaque molécule. Là, on va faire appel aux techniques d'immunoprécipitation. C'est les techniques d'immunochimie froide, sans marqueur. Sans marqueur. Il n'y a pas de marqueur. Ce qui les distingue, en fait, des techniques d'immunochimie avec marquage. Et les différents marqueurs, vous les connaissez, il y a les marqueurs froids. On a commencé par les marqueurs chauds. Puis après, maintenant, c'est les marqueurs froids, les marqueurs enzymatiques, les marqueurs fluorescents, les marqueurs chimiluminescents. Et d'ailleurs, c'est la chimiluminescence qu'on utilise dans le deuxième module d'immunoanalyse. On va le laisser tranquille, le module d'immunoanalyse. On va juste travailler avec le module de chimie. Et j'avais une fois parlé, même sur le module de chimie, ça peut un peu vous surprendre. Sur le module de chimie, on peut faire monter des techniques immunochimiques avec marqueurs. Sur le module de chimie. Et d'ailleurs, l'innovation, c'est que sur le module de chimie, par technique emit, donc il y a un marqueur enzymatique, on peut faire monter sur le module de chimie. Donc, si je dis module de chimie, c'est pas à 100% chimie. Même sur le module de chimie, Atelica Solution nous a permis de faire monter une technique avec marqueur sur le module de chimie. Et d'ailleurs, ça a permis le dosage d'un immunosuppresseur, c'est le tacrolimus. Le tacrolimus, elle est dosée sur le module de chimie et ça a utilisé une technique avec marquage enzymatique. Bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, je voulais juste rappeler pour ne pas prendre ce module qui est purement chimique. On peut faire monter des techniques immunoanalytiques avec marqueurs. Alors, dans les techniques d'immunoprécipitation, il y a des sur milieu solide. C'est pas notre sujet. On va passer au milieu liquide. Milieu liquide, c'est la technique de turbidimétrie et néphélométrie. Alors, cette technique va nous permettre de doser toutes les protéines qu'on veut. Il suffit d'avoir les antisérum qu'il faut. Si vous avez l'anticorps spécifique qui va reconnaître la molécule antigénique, il va vous permettre de faire ce dosage. Donc, qui dit immunochimie ou turbidimétrie dit anticorps spécifique de la protéine dosée. Et ça va nous permettre d'établir ces profils protéiques. Alors, je rappelle comment une réaction d'immunoanalyse se passe lorsque vous mettez ensemble un anticorps et un antigène. Alors, la réaction, d'abord, il va suivre une certaine cinétique. D'abord, il y aura une consommation des antigènes fluides par les anticorps. Puis après, on va arriver à une zone d'équivalence. Puis après, la partie qu'il ne faut pas utiliser, c'est la troisième partie. Là, c'est pas utilisable dans nos techniques. La première partie, c'est les techniques d'immunoanalyse en milieu liquide, turbidimétrie, néphélométrie. Puis après, il y a une zone d'équivalence. Là, on peut utiliser
les techniques d'immunoprécipitation en milieu solide. Puis après, vous jetez la troisième zone. C'est ce qui se passe, voilà ce qui se passe réellement. Alors, vous avez d'abord un excès d'anticorps par rapport à l'antigène. Vous avez une zone là où il y a une équivalence. Et la troisième zone, c'est là où il y a l'excès d'antigène. Ça nous crée des problèmes. Cette troisième zone, donc, on essaie, lorsqu'on fait une validation de méthode, lorsqu'on fait monter une méthode, une technique, on essaie de tomber dans la troisième zone. Éviter cette troisième zone. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la première, là où on a excès d'anticorps, c'est la néphélométrie ou la turbinimétrie. La deuxième zone, c'est l'immunodiffusion radiale, c'est l'immunoprécipitation en milieu solide. C'est la fameuse méthode de Mancini. C'est l'historique de la biochimie. Alors, puis après, lorsqu'on fait réagir antigène-anticorps, il y aura un trouble. Ce trouble-là va réagir vis-à-vis de lumière. Donc, il faut avoir une source de lumière. Et cette source de lumière, il y a un faisceau incident qui va traverser le milieu trouble. Et ce milieu va se comporter vis-à-vis de la lumière. Il va absorber la quantité de lumière et il va faire diffuser la quantité. Maintenant, si on s'intéresse à la lumière qui a été diffusée, mais diffractée dans un angle bien précis, on parle de néphélométrie. Si on raisonne uniquement par Beer et Lambert, c'est-à-dire la transmittance, la quantité de lumière incidente qui a été absorbée et celle qui a été transmise, on est dans la turbinimétrie. D'accord? Voilà un autre résumé. Alors l'échantillon, c'est le trouble, c'est la réaction antigène-anticorps, avec excès d'anticorps, s'il vous plaît. On est dans la zone d'excès d'anticorps. Et bien sûr, la lumière transmise sera transmise selon une longueur d'onde bien précise. Et comme dans le modèle de chimie, on a un détecteur de cette lumière, de cette longueur d'onde, on peut bien sûr faire monter la turbinimétrie tout simplement sur notre module. Alors on peut aller encore plus loin pour rendre encore la réaction plus sensible et on parle de technique, de la méthode à l'aide des particules de latex. Il y a les anticorps qui vont reconnaître la molécule antigénique. Ils sont sur des particules de latex. Et ça, on a remarqué que cette technique, il a encore augmenté la sensibilité. Qui dit sensibilité? Des quantités encore plus fines qui peuvent être dosées. Ah, c'est une variante en fait. Voilà la partie en vert, qui correspond à ce qu'on appelle nous le CH930, acétyl CH930. C'est la partie chimie. C'est sur cette partie-là qu'on va faire monter notre turbinimétrie. Alors, ça correspond à ça. C'est le milieu, bien sûr. Alors, le panel, bien sûr, il suffit pas d'avoir uniquement l'automate. Il faut savoir, est-ce qu'on a ce panel suffisant de protéines qu'on peut doser? Alors, notre partenaire, il nous propose tout un panel de protéines dites protéines spécifiques. Vous voyez le panel, et si vous jetez un coup d'œil sur les différentes protéines, vous allez remarquer que ça nous permet en fait d'établir ces différents profils. Donc nous sommes à l'aise, nous travaillons à l'aise. Et ce panel-là, je vais dire un petit mot pour ce panel. C'est pas une liste exhaustive, elle est en train encore de se développer parce qu'il y a d'autres paramètres qui vont venir, qui sont en enregistrement, notamment les chaînes légères libres. Je parle de chaînes légères libres. C'est très important, ces chaînes légères libres, qu'on peut aller doser parce qu'avant, je rappelle les chaînes légères libres, il fallait avoir des urines, aller chercher cette protéine de Ben-Jones au niveau urinaire, il faut aller la piéger. Et c'est pas facile de la piéger. Les biologistes, ils connaissent cette difficulté d'aller piéger cette Ben-Jones. Maintenant, on a en possession, c'est qu'on peut aller, avant d'arriver au niveau urinaire, on peut la piéger, on peut la doser, on peut la quantifier au niveau sérique. Et ça, c'est de l'innovation biologique. Et ça rend un grand service pour le clinicien. Alors, je vais maintenant passer
en revue les différents profils. On va essayer de les discuter. Ça, c'est un profil, c'est un tracé normal. Regardez le tracé normal, ça vous paraît un peu bizarre, avec des étages. Alors, toujours ce qu'il faut, pour pouvoir interpréter, il faut raisonner par amplitude. Alors, regardez le dernier rectangle à votre gauche. Ça concerne la CRP. La CRP, on avait dit à l'état normal, il est entre 0 et 5 mg par litre. ما كاينش l'inflammation. ما كايناش ياك. Alors, l'amplitude ديالها de 0 à 100%, regardez l'amplitude ديالها. Une grosse amplitude, يعني une grande envergure. Même à l'état normal. Que dire encore s'il y a de l'inflammation? Pour les autres protéines, bon, ils varient, une médiane. L'essentiel, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une médiane, il y a les moyennes. Une médiane, il y a les moyennes, il y a les valeurs de référence. Il y a 100%. Là, le profil, j'avais parlé de profil protéique d'orientation. On commence par un profil protéique d'orientation lorsqu'on est devant des situations cliniques qui sont peu caractéristiques. Une altération de l'état général, par exemple, une perte de poids, une fièvre prolongée. On n'arrive pas à trouver l'explication. Là, on commence par demander un profil d'orientation. Alors, le profil d'orientation, dans le cas précis ici, qu'est-ce que nous présente? Regardez les différentes protéines. Ce qui est en rouge, c'est le patient. Ce qui est en vert, les rectangles, c'est la normale. Donc, d'imad qui est la normale, ce qui est en rouge, c'est le patient. Donc, lorsque vous allez interpréter donc les escaliers en rouge. Alors, les escaliers en rouge, regardez l'amplitude de variation, elle n'est pas la même pour les différentes protéines. C'est ça ce qui est innovant dans ce profil protéine. Alors ici, rien ne chauffe. Je jette un coup d'œil, si j'ai de l'expérience, si j'ai beaucoup interprété beaucoup de profils, parce qu'il faut quand même, il faut un savoir, il faut cumuler un savoir. Là, on est devant un syndrome inflammatoire qui respecte la définition de l'inflammation, augmentation des protéines positives et diminution de l'albumine. Regardez, l'albumine et la transférine, ils sont par rapport à la moyenne. Ça, c'est un état d'école, ça. C'est un cas d'école, ce profil-là. Alors, les profils ciblés, les profils protéiques ciblés, ça consiste pas à faire les 8 ou les 12 protéines, ça consiste à faire 2 à 3 protéines. Alors, le premier profil que j'ai ici, c'est un profil protéique ciblé inflammatoire. Toujours, regardez ce qui est rouge, c'est le patient. Alors, augmentation de la CRP, regardez l'amplitude de la CRP. Puis après, il y a l'aptoglobine et l'orzonucléide au milieu. Les trois, normalement, ils sont augmentés. Vous connaissez la CRP et l'orzonucléide. Et vous avez de l'apto qui est un petit peu basse. Voilà l'hémolyse. On s'attendait à avoir même l'apto qui est augmenté parce que l'apto, il fait partie des protéines positives de l'inflammation. Et le profil ici, il m'a permis en fait de déceler qu'il y a un syndrome hémolytique qui est caché. C'est l'intérêt du profil. Il y a un syndrome inflammatoire qui accompagne un syndrome hémolytique. Si j'avais pas ce profil, je peux pas le détecter. D'accord? Deuxième profil, là c'est les trois immunoglobulines, IgM, IgA, IgG. Et vous avez l'IgG qui a augmenté. Donc, je peux dire, les yeux fermés, c'est un myélome à IgG. Parce que l'âge, il myélome à IgG, l'âge. Il se peut qu'il y ait augmentation uniquement d'IgG en dehors d'un myélome. Voilà qu'il y a une répression de synthèse des autres classes. Regardez la répression de synthèse, qui est un cas qui doit alerter le biologiste. Répression de synthèse, il y a les autres classes, IgM et IgGA. Si vous avez une augmentation d'une seule classe d'immunoglobulines avec répression de synthèse des autres classes, c'est un myélome jusqu'à preuve du contraire. Troisième profil, alors là c'est la nutrition.
Alors, c'est un profil nutritionnel. Alors, le profil nutritionnel, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs écoles, pardon, qui ont différents raisonnements. Quel qui raisonne par le PNI ou quel qui raisonne par l'index de Busby. Selon le PNI ou le Busby, il y a différentes molécules. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec le profil protéique, avec les molécules choisies, sélectionnées, vous pouvez détecter une dénutrition à l'état préclinique, infraclinique même, débutante, ou là une dénutrition chronique. Parce que les trois molécules choisies, l'albumine d'une part, la préalbumine et la RBP n'ont pas la même T1,5. Yani, il a aussi une diminution de l'albumine. Il a qu'une diminution de l'albumine, c'est que le mal est déjà fait. Parce qu'un T1,5 quand même de 20 jours. Yani, pour que l'albumine baisse, ça besoin de l'autre. Alors que vous pouvez détecter à l'état débutant une dénutrition si vous avez juste de la préalbumine qui est un T1,5 très court. Donc vous pouvez agir rapidement. Et vous savez très bien pour les malades de réanimation surtout, la dénutrition dont ils souffrent, il peut venir ici aggraver leur situation. La dénutrition, c'est un état de comortalité. Je le dis bien, la dénutrition, c'est un état de comortalité, pas de morbidité, de mortalité. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des protéines, un profil nutritionnel, vous pouvez diagnostiquer un état de dénutrition infraclinique débutant et vous pouvez dire à votre réanimateur, s'il vous plaît, pouvez vous occuper bien sûr de sa respiration, de son système cardiovasculaire, mais il faut nourrir votre patient, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier de nourrir les patients de réanimation. Alors, j'avance très vite pour ne pas déborder dans le temps imparti. Syndrome inflammatoire, vous voyez ici, donc vous avez maintenant l'habitude d'interpréter. On le voit déjà sur le profil électrophorétique et ça se confirme sur un profil d'orientation. Ça, c'est un profil protéique d'orientation. J'avance. Il y a les marqueurs, vous savez très bien, l'évolution dynamique de l'inflammation, le profil inflammatoire des protéines inflammatoires va nous permettre en fait d'étudier non pas l'inflammation en elle-même, mais sa dynamique, son évolution au cours du temps. Parce que l'inflammation passe par plusieurs étapes. Alors là, c'est la confirmation de la dynamique de l'inflammation avec les différentes protéines, les protéines de l'inflammation qui ont des cinétiques différentes. Donc, si on a une CRP, je donne juste un cas pour ne pas consommer beaucoup de temps. Si on a une CRP qui va revenir à l'état normal, d'accord, ça va témoigner de l'efficacité thérapeutique d'une antibiothérapie si l'inflammation est d'origine infectieuse. D'accord? Si par contre vous avez l'orosomucoïde et l'aptoglobuline qui reviennent à la valeur normale, c'est la guérison. Vous voyez, vous pouvez juger de la dynamique de l'inflammation en utilisant ces profils protéiques. Je passe. Là, c'est un myélome associé à une hémolyse, myélome IgG associé à une hémolyse, parce qu'on a de l'apto qui a baissé et une IgG qui se distingue par rapport aux autres classes d'immunoglobulines. Je passe. L'hypergamma polyclonal, les deux cas. Je passe. Le profil d'hémolyse, bien sûr, on va s'intéresser uniquement aux protéines de l'hémolyse. Alors l'intérêt, bien sûr, ils ont des intérêts, mais ces profils, comme on vient de citer, il a beaucoup d'intérêts, mais il a beaucoup de limites. Et parmi les limites, c'est qu'il faut avoir un savoir d'interprétation. Et il faut penser au coût de ce profil. D'accord? Et nous vivons des périodes d'économie de santé, ça va être difficile d'implanter ces profils inflammatoires. Alors, ce qu'on attend avec impatience, c'est l'avènement de ce petit automate qui n'est pas encore, il est en cours de réalisation, c'est le NEF 630 et ça vous rappelle l'ancien automate qui a été dédié aux protéines. Là, on l'attend, il va venir. C'est le NEF 630 système. Alors, les principales indications, j'avais déjà parlé de ça. Et puis après, je vais conclure.
Je veux conclure en disant que ces profils, ces différents profils que je viens de vous présenter, ça doit pas représenter une boule de cristal pour un interniste. Il suffit de voir dans les profils pour pouvoir cerner toutes les pathologies. Il y a des bilans complémentaires, il y a de la clinique, il y a de l'interrogatoire. L'interniste ne doit pas se contenter uniquement de ces profils. Il faut un interrogatoire, il faut des circonstances, bien sûr, diagnostiques bien particulières pour demander. Il ne faut pas qu'il y ait une anarchie de prescription de ces profils. Il faut les prescrire dans des circonstances diagnostiques bien précises. Alors, le protéinogramme au profil protéique, ils ne sont pas en concurrence, c'est complémentaire. Donc, profil électrophorétique, profil protéique. Alors, bien sûr, l'intérêt de ce profil a été admis. On ne va pas revenir en arrière. Et le frein, est-ce qu'il fait partie des actes de nomenclature? C'est ça le premier frein de ce profil. Et bien sûr, il faut insister, il faut garder le bon sens médical pour la prescription de ces différents profils. Je vous remercie et j'espère que je n'ai pas débordé. Merci beaucoup. Merci, professeur Abdelrahman Boukhea. Oui, vous avez bien respecté le temps. On vous remercie pour la qualité de votre présentation, de votre formation, avec beaucoup d'informations pertinentes à propos des profils protéiques. Alors donc, avant de céder la parole à la salle, s'il y a des questions bien sûr et d'éventuels débats sur les questions évoquées, je tiens juste à vous informer que avant la pause café, donc le comité d'organisation de l'association des techniciens de laboratoire prévoit prendre une photo collective pour immortaliser bien sûr les moments qu'on a vécus et on vit et on vivra sûrement avec notre association. Donc à vous la parole s'il y a des questions. Merci professeur pour la pertinence du thème choisi. Donc juste une petite question par rapport à la prescription du profil protéique. D'après ce que j'ai compris durant la présentation, c'est que il y a le choix des protéines, il dépend du voilà, est-ce qu'il dépend du prescripteur? Par exemple, est-ce qu'un prescripteur va écrire profil protéique inflammatoire ou bien il précise les protéines ciblées? Donc, est-ce que c'est le choix du prescripteur ou bien du laboratoire d'adapter les protéines ciblées pour une meilleure, pour bien cerner le syndrome? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est une question pertinente. Oui, c'est une question de pratique. En fait, pour nos cliniciens, déjà pour le profil nutritionnel, déjà ils savent les 3 protéines de la dénutrition. Et préalbumine, rétinine, binding protéine, albumine, ils sont conscients de ça. Les circonstances de prescription, et je l'avais dit, il faut garder le bon sens médical. Au début, l'interniste, il va bien sûr pour aider son diagnostic, surtout pour les situations qui sont peu caractéristiques, les situations cliniques peu caractéristiques, il peut commencer par un profil d'orientation. Ce profil d'orientation, c'est vrai, il contient quand même 8 protéines à la fois. Mais s'il a déjà aiguisé son diagnostic, d'accord, il peut aller directement au profil protéique ciblé avec 2 ou 3 protéines. D'accord? Je peux profiter de cette occasion pour vous dire qu'il y a pour notre collaborateur, notre fournisseur, il nous propose une application, qui est une application. Et moi, j'invite tous les biologistes qui vont bien sûr acquérir des automates dédiés aux protéines spécifiques, d'exiger de la part de leur fournisseur de leur donner cette application. Je n'ai pas de l'application. L'application, elle est installée avec l'interface de l'automate et l'accompagne. Là, je reviens à la composante informatique.
Donc, c'est une application qui va avec l'interface. Avec l'application, il va vous permettre, il suffit de saisir les valeurs pondérales, dire les différentes protéines, et c'est lui qui va générer le profil, parce que le profil, c'est pas nous qui le font. C'est pas nous qui vont écrire le profil. C'est l'application. Selon les valeurs de l'ATTWA, il va générer un profil. Il va même vous aider à l'interprétation. Parce qu'il y a des commentaires qui sont déjà saisis dans cette application. Moi, je me rappelle très bien lorsqu'on avait saisi notre premier automate il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. C'est un automate qui a été dédié aux protéines spécifiques qui utilisent la néphélémétrie. Notre fournisseur nous avait proposé cette application, mais en contrepartie, il avait un coût parce qu'il n'était pas comprise dans le prix de l'automate. Maintenant, pour les biologistes qui pensent à avoir ces automates du futur, avec le bijou qui va venir, le NEF 360, dédié aux protéines, exigez même départ, exigez l'application. Et d'ailleurs, le fournisseur a doit dire l'application. On dit que l'application elle est complète. Elle est vraiment complète. Fait à tous les profils possibles. Fait à déjà une banque de données, déjà des profils pour se familiariser, pour prendre l'habitude avec ces profils. Ou fait à la possibilité de saisir les données que vous avez trouvées. Et c'est lui qui va vous générer le profil avec les belles couleurs et tout ça. Et ça va vous aider à interpréter le profil. Donc, je reviens à votre question. C'est un commun accord, bien le biologiste, bien le clinicien, et selon les habitudes, il y a la structure hospitalière. C'est surtout, ça va servir, et ça, c'est dans une structure hospitalière. C'est pas dans le secteur libéral. C'est surtout pour les malades hospitalisés, notamment au service de réanimation, au service de médecine interne. Là où les diagnostics sont très étendus. D'accord? C'est clair? D'accord, merci. Merci, monsieur. S'il y a d'autres questions. Monsieur Belgi. Oui, avec le docteur. Merci, professeur. Je suis très heureux d'être parmi vous et d'assister à cette belle conférence. Moi, j'ai une question. Donc, vous êtes expert en biochimie et vous faites beaucoup de biochimie. Donc, nous, on constate, est-ce que le taux des protéines chez les Marocains, par exemple, si on parle de l'albumine, il est un peu plus bas que les normes. Et par exemple, concernant cet automate, est-ce que la data dialogue les données, est-ce qu'il inclut les valeurs normales pour le Marocain, le citoyen marocain? Alors, le taux de protides, l'amplitude, je reviens à l'amplitude. L'amplitude de variation des protides, ça va de 60, on accepte 60. Et il y a 65 à 80 grammes par litre. Mais 60 pour nous, c'est normal. Donc, je reviens à votre remarque, chez la population marocaine, selon pour plusieurs causes, il y a quand même une baisse des protides à les valeurs normales. C'est pour ça, lorsqu'on a 60 pour nous, c'est normal. Alors que chez une population il y a un régime richement protéique, un apport protéique très important, on parle de 65 à 80. Même 65 à 80, c'est une amplitude de variation quand même très très large. C'est 15 grammes par litre quand même. Donc, parler de valeurs faibles, il y a un qui connaît les valeurs faibles, il y a vraiment que tu fais faible. Au contraire, une hyperprotidémie, ça peut atteindre les 100, les 110, les 120 grammes par litre. Surtout lorsqu'il y a la présence d'une paraprotéine, et d'ailleurs c'est le premier signe d'alerte pour un biologiste. Et quand tu fais les protidémies, attention, je dois faire une électrophorèse. Ça doit être automatique. Les biochimistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, c'est la dernière question avant de clôturer cette session. Tout d'abord, je vous remercie pour cette bonne et belle présentation. Je suis Ayoub Liazidi de SHA Vicen Arabe. Donc,
par rapport à technique, la turbidémétrie et la néphélométrie. Quel choix à faire entre ces deux en termes de sensibilité, de spécificité, aussi en termes de seuil de quantification? Quelle technique à choisir si on a un choix à faire? Merci. Bonne question. Donc je vais pas. Ce que je dois dire par conscience scientifique, c'est que la néphélémétrie, de par sa conception, elle est plus sensible, en termes de sensibilité, elle est plus sensible que la turbidémétrie. C'est vrai, les deux techniques sont deux techniques d'immunoprécipitation en milieu liquide, mais la néphélémétrie, il se distingue par sa sensibilité. Il y a une sensibilité. La gamme, le panel que j'ai présenté, le panel pour la turbidémétrie avec les protéines, avec le panel, il peut être encore élargi pour d'autres protéines qui ont des concentrations encore plus faibles. Il y a la néphélémétrie, pour lui rendre son hommage, et il a une limite de quantification encore plus basse que la turbidémétrie. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, si vous avez les moyens, le seul problème de la phénométrie, la contrainte de la néphélémétrie, c'est que tu as un automate dédié à la néphélémétrie. Si vous avez les moyens, et j'aimerais bien, comme les moyens, prenez un automate dédié aux protéines spécifiques par la technique de néphélémétrie. À défaut, il n'y a pas les moyens, sur votre automate, sur votre plateforme intégrée, consolidée, sur le module de chimie, vous montez votre turbidémétrie. Et vous avez déjà un panel quand même très acceptable. Mais si vous avez les moyens, les deniers, vous pouvez vous permettre d'avoir un néphénomètre. D'ailleurs, avec les néphénomètres, les shiftés, c'est pour les gens qui veulent se spécialiser dans les protéines spécifiques. La néphénométrie, elle est plus sensible et il a une limite de quantification plus faible que la turbidémétrie. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas dire le contraire. Oui. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, donc, voilà, donc, cette session touche sa fin.